Bonjour docteur Spitz, ravi de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous avez été convoqué ce matin par le Conseil de l'Ordre des médecins à Paris. Que s'est-il passé et pourquoi avez-vous été convoqué? Donc j'ai été convoquée parce que j'ai fait une interview sur Hold Up qui expliquait que j'avais subi des pressions pour ne pas prescrire une molécule prescrite depuis, enfin non seulement prescrite mais en vente libre depuis 70 ans et qui aurait pu diminuer les effets de la maladie Covid. Et à cette affaire s'est greffé aussi le problème du vaccin contre le Covid, pour lequel j'ai mis en garde un patient. Je lui ai demandé de prendre des informations objectives sur les effets secondaires de ce vaccin qu'on connaissait déjà en 2021, en juin 2021. Donc j'avais réuni un certain nombre de documents très importants qui prouvaient qu'on savait énormément de choses avant 2020. La Convention d'Oviedo me donne parfaitement raison. Donc nous avons trouvé cette idée un petit peu tardivement peut-être, ce qui a donné lieu à un troisième complément de mémoire. Et peut-être que ça a été que l'audition a été reportée à cause de cela. Vous avez été informé à la dernière minute du report de cette Oui, nous sommes audition. tous arrivés de province pour ce matin 9h45 et à 10h nous avons appris que l'audition était reportée. On ne sait pas, à une date ultérieure non communiquée et à la demande de la De partie la partie adverse. adverse pour des raisons inconnues. D'accord. Donc vous gardez espoir quand même pour la suite. Ah oui. Bah, j'attends les événements, c'est pas moi qui suis maître de l'orchestre, donc je suis à la disposition de la justice ordinale. Vous n'avez rien à ajouter, docteur? Bonjour maître, vous assurez la défense du docteur Spitz, situé à côté de vous, Christine Spitz. Qu'avez-vous à dire sur cette affaire, la convocation? Pourquoi? Quelle raison? Et pourquoi le report, selon vous? Bien comme de nombreux médecins, cette dame a été convoquée parce qu'on lui reproche, en gros, le complotisme, qui est une notion qui n'existe nulle part, qui a été inventée pour les besoins de la cause, qui a été inventée il y a quelques années pour neutraliser tous ceux qui s'opposaient aux mesures dites sanitaires. Et ça remonte à l'époque de la CIA et de l'assassinat de John Fitzgerald. Oui, ça remonte assez loin, mais en France, le terme est apparu dès le début de la crise sanitaire. Avant, on nous disait membres de secte, et puis ça a changé. Parce que les gens tout seuls, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient membres de secte. Donc ça n'allait pas. Sauf moi, qui dans une assemblée générale avait dit « je suis une secte à moi tout seul, mais rassurez-vous, d'ici l'année prochaine, je compte doubler mes effectifs ». Un peu d'humour ne nuit pas pour assurer la défense d'un client. Au contraire. Au contraire, ça aide. Au contraire, ça montre l'absurdité de certaines choses. Mais et quel est ce manque d'humour vis-à-vis d'un documentaire, finalement, où il y a des faits quand même vérifiables, qui s'appelle Hold Up? Oui, mais les faits, ils dérangent. Donc, comme ils dérangent, au lieu de les vérifier, on dit « je ne veux pas le savoir », qui est d'ailleurs le titre d'un de mes livres, mais on ne vérifie pas. Hein. Même si les gens qu'on met en cause sont très connus, sont bardés de diplômes, ça ne fait rien. Comme ils ne sont pas d'accord, forcément, ils deviennent nuls. Tout ça, c'est une question de rapport de pouvoir, finalement. Oui, c'est une question de rapport de pouvoir et surtout de soumission. Hein, tant que la télé n'a pas dit quelque chose, et pas n'importe quelle télé, hein, tant que la télé n'a pas dit, eh bien, on ne veut pas savoir. Hein. Si aujourd'hui, la télé vous dit qu'il neige, eh bien, il y a la moitié des gens qui vont sortir avec le bonnet de ski et les grosses chaussures. Hein, parce que la télé l'a dit. Pour en revenir à votre cliente, vous la défendez, et notamment, vous pouvez affirmer que c'est un bon médecin. Il n'y a rien à lui reprocher dans sa longue carrière. Je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher,
avoir pris au contraire les précautions que beaucoup de ses confrères n'ont pas prises. Résultat des courses, si on va sur le site de l'Agence nationale de sécurité, site officiel de pharmacovigilance, on s'aperçoit qu'en juin 2023, date à laquelle ils ont cessé de publier, il y avait près de 200 000 déclarations d'effets indésirables du vaccin. Et on continue de dire « Oh non, non, il n'y a pas d'effets indésirables ». On nous ment et c'est une évidence. Comment dire le contraire quand on regarde les chiffres? Le docteur Spitz a été convoqué. Qu'est-ce qui est contenu dans cette convocation? Qu'est-ce qui lui est précisément reproché? D'avoir participé au film Hold Up, dans lequel elle dit pas grand-chose, sinon qu'elle parle des pressions qu'elle a subies, c'est-à-dire elle raconte des faits, des événements. Elle ne fait pas de commentaires, elle dit voilà ce que j'ai subi, point. Elle regrette qu'on l'ait empêché de prescrire pour la première fois dans sa carrière? Bah, bien sûr qu'elle le regrette. Et beaucoup d'ailleurs le regrettent. Votre défense va tourner autour de quel élément précis? Le fait que, comme disait Jacques Chirac, il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut entendre. C'est-à-dire que lorsqu'on dit aux gens, non seulement ce vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, on le sait depuis longtemps, il n'empêche pas de la transmettre, on le sait depuis longtemps, il n'empêche même pas les formes graves, puisque beaucoup de soignants nous disent, on voit arriver des vaccinés aux urgences. Donc s'ils sont aux urgences, c'est qu'il y a une forme grave. Bon, on ne veut pas savoir. Ça, c'est une honte. C'est une honte parce que TF1 ne l'a pas dit. Voilà. Voilà la véritable raison. La soumission. La soumission. On a reproché au docteur Spitz d'avoir voulu prescrire notamment la fameuse hydroxychloroquine, qu'on appelle également dans le commerce le Plaquenil, et qui est prescrit notamment en Afrique depuis des décennies, je crois 70 ans. C'est une très vieille molécule. Oui. Dont le brevet est tombé dans le domaine public, elle ne vaut plus rien. Et qui n'a pas d'effet secondaire. Et qui n'a pas d'effet secondaire, même pas cardiaque, ou alors on fait des électrocardiogrammes pour les personnes les plus fragiles, c'est ça? Oui. Alors, on nous a répondu qu'il y avait des effets secondaires. Effectivement, il y en avait quand on n'utilisait pas les doses recommandées. Donc ceux qui ont prétendu qu'il y avait des effets secondaires, ils ont triplé la dose. Ont pris systématiquement les moments où on avait prescrit des doses massives alors qu'il ne fallait pas le faire. Et d'autre part, il fallait prescrire l'hydroxychloroquine dès les premiers symptômes, il ne fallait pas attendre. Donc si on attendait et qu'on foutait des doses massives, eh bien naturellement, il y avait des effets secondaires. Ça, c'était une faute professionnelle grave que de Ben oui, prescrire des ben doses oui, massives. Le respect de la posologie, c'est quand même la base pour tout médecin. Oui, mais ceux-là, on ne les embêtait pas. Puisque c'était dans une expérimentation. Ils étaient dans le moule. Donc on ne les embêtait pas. Tout comme ceux qui venaient faire la publicité des vaccins sur les plateaux de télé, alors qu'il y avait des milliers de déclarations d'effets indésirables, dont des milliers graves. Bon, mais ceux-là, on ne les a jamais embêtés. En disant obligation de réserve. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Je tiens juste à préciser que j'ai prescrit l'hydroxychloroquine avant qu'elle ne soit officiellement interdite le 26 mars 2020. Donc, c'est pas une question. Après, je n'en ai plus jamais prescrit. Enfin, d'autant plus que j'avais eu la pression. Oui. Mais à l'époque où j'ai voulu la prescrire, c'est à l'époque où c'était le seul remède connu qui aurait pu diminuer les symptômes de cette maladie. Alors, pour la petite histoire, l'hydroxychloroquine est classée dans les substances vénéneuses en janvier 2020. Par Madame Buzyn. Par Madame Buzyn, avant que le virus arrive en France. Bon, ça n'interpelle personne. Bon, mais on peut la prescrire, puisque en septembre je crois, 2023, la pharmacovigilance a classé substances vénéneuses tous les vaccins pour les gamins. Bon, donc, et on continue de les prescrire. Bon, donc, pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi? Alors que nous, ça faisait 20 ans qu'on dénonçait les vaccins pour les enfants, l'aluminium et le mercure qu'il y avait dedans, etc. Bon, la véritable raison, c'est parce qu'ils vont être remplacés par des vaccins avec ARN messager.
qui seront encore pires au niveau des effets secondaires, puisqu'il suffit de regarder les chiffres de la NSM, on le voit tout de suite. Comment le Conseil de l'Ordre pourrait vous punir face à autant d'incohérences? Ça, c'est une bonne question. Comme disait Georges Marchais, merci de me l'avoir posée. Bon. Mais le problème, c'est que on n'en est pas dans ce pays à une incohérence près, parce que nous sommes plongés dans la soumission. Bon. Et là, effectivement, c'est une question d'autant plus pertinente que je ne vois pas comment on pourrait la condamner, alors qu'elle n'a fait que prendre les précautions que tous les médecins auraient dû prendre, en disant, mais attention, cette molécule, l'hydroxychloroquine, quand on regarde de près, si on respecte bien la posologie, les dates, etc., il n'y a aucun problème. D'autre part, ces vaccins, dès les premières semaines, on avait des alertes à la pharmacovigilance, il fallait tout de suite dire, attention, faites attention. Et donc, ces médecins avaient le devoir, et non pas le droit, le devoir, de dire aux patients. Parce que la convention d'Oviedo, que nous avons ratifiée il y a longtemps, elle dit qu'en matière d'injection et d'essais thérapeutiques, on doit avoir le consentement libre et éclairé. Comment peut-on avoir le consentement libre et éclairé quand le médecin vaccinateur lui-même ne sait même pas ce qu'il y a dans le produit, qu'il est incapable de le dire, et quand le médecin vaccinateur ne va jamais dire « Madame, je vous signale quand même, nous sommes par exemple en mai 2021, il y a déjà plus de 20 000 déclarations d'effets indésirables à la pharmacovigilance. Je dois vous le dire. » Mais on ne le disait jamais aux gens. D'ailleurs, Pfizer a bien publié 9 pages d'effets secondaires. Oui, Pfizer a publié dans son rapport 9 pages d'effets secondaires avec des milliers de morts dans tous les essais thérapeutiques précédant les campagnes de vaccination. Et on le savait. C'est factuel. On le savait dès le début. Voilà, on le savait. Alors maintenant, les leçons à tirer, on verra, mais tirons-en les leçons. Les gens savaient. Est-ce que vous avez la raison du report de cette audience? Nous avons envoyé des mémoires complémentaires, c'est vrai, très peu de temps avant l'audience. Bon, je comprends que mes adversaires veuillent réfléchir aux arguments, parce que nous n'avions pas le choix, puisqu'on attendait des études, notamment du professeur Sabatier, ou du docteur Sabatier, qui est bardé de diplômes, et qui est un grand spécialiste mondialement connu, sur justement ces nouveaux vaccins. Bon, maintenant que nous avons eu ces résultats et ces recherches, nous pensions utile et nécessaire de faire savoir à toutes les juridictions qu'effectivement, ce que nous disions depuis le départ était confirmé par les travaux du docteur Sabatier depuis longtemps. Bon, mais ça, on ne le savait pas avant. Donc, on a pensé que c'était important. Donc, ce renvoi ne me dérange pas, dans la mesure où nous aurons un débat contradictoire avec nos adversaires, qui ne vont pas manquer de répondre et de nous expliquer pourquoi ils estiment qu'on a tort. Bon, je pense qu'ils vont avoir du fil à retordre. Bon, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose pour finir? Eh bien, pour finir, je voulais être un petit peu le témoin aussi de cette crainte permanente qui nous envahit tous, médecins, d'enfreindre les règles du Conseil de l'Ordre et qui nous paralyse dans notre réflexion, dans nos recherches et dans le recul que l'on doit normalement avoir vis-à-vis de toutes les données de la science. Il faut pouvoir lire de manière indépendante, de manière neutre, tous les arguments que tous les scientifiques nous donnent. Bien sûr, on ne peut pas, en tant que médecin, être aussi spécialisé que les chercheurs eux-mêmes. Mais les chercheurs font aussi leur part de travail en nous expliquant ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, ils font des recherches très compliquées, certaines études sont très compliquées à comprendre, mais si quelqu'un nous les explique et nous dit le raisonnement de telle ou telle étude, tout médecin devrait comprendre qu'il y a des effets secondaires, des morts et que donc il y a danger immédiat.
Et moi, c'est ça qui m'a paralysée, dans le sens que, et qui paralyse beaucoup de médecins. Est-ce qu'il vaut mieux que j'obéisse au Code de la santé publique ou à la Convention d'Oviedo? Voilà. Merci, docteur. Et Allez-y, Guy. Quelque chose à en mettre? un dernier point, oui, bien sûr. Bien sûr. En France, le vaccin est une religion. On voudrait nous faire croire que l'être humain est tellement mal fabriqué que dès sa naissance, tout de suite, il faut se précipiter pour le vacciner, parce que sinon, il ne peut pas survivre. Et d'ailleurs, il est de plus en plus mal foutu, puisque jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins obligatoires pour les enfants, puis on est passé à 11 et maintenant 15. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus mal foutu. Alors, moi, qui ai l'âge de la retraite déjà depuis plusieurs années, qui suis le doyen de mon barreau, qui n'ai eu qu'un seul vaccin dans ma vie, qui ai voyagé dans plein de continents, je me demande comment j'ai survécu. Hein, puisque j'ai croisé des tas de gens qui avaient des maladies infectieuses, je suis allé dans des zones à paludisme, revenu criblé de piqûres de moustiques, j'aurais dû être appelé palu, mais comment j'ai fait? Je ne sais pas. Suis-je un extraterrestre ou suis-je simplement normal? Normal, c'est-à-dire non vacciné. C'est la question que je me pose, d'autant plus que dans toute l'Europe du Nord, en 1945, toutes les obligations vaccinales ont été abolies et que beaucoup de médecins ne le savaient pas il y a encore 10 ans. Quand on franchissait le Rhin et qu'on allait de Strasbourg à Kehl, eh bien, on rencontrait des tas d'enfants qui n'avaient aucun vaccin parce qu'il n'y avait plus rien d'obligatoire et ils ne s'en portaient pas plus mal, puisqu'il paraît qu'on est le pays d'Europe le plus malade de toute l'Europe de l'Ouest. Donc il y a quand même des questions à se poser, mais c'est des questions qui dérangent. Quand on les pose, on ne nous répond jamais. Jamais. Hein? Et je me rappelle avoir posé des questions gênantes lors de la campagne de vaccination H1N1, en disant, lors d'une réunion de médecins d'un CHU qui venaient expliquer qu'il faudrait se faire vacciner, et quand il y a eu les questions, j'ai dit « Oui, moi j'ai une question, je suis le Candide. Vous avez bien dit que les virus étaient apparus au Mexique à la mi-avril. » Oui, donc avant on ne le connaissait pas. Non. Bon, alors je rappelle que 6 semaines avant, le 9 mars, M. Sarkozy est en visite au Mexique et en sa présence est signé un contrat entre un laboratoire pharmaceutique français et un Mexicain pour la création d'une usine de vaccins contre la grippe dans l'hypothèse d'une future pandémie. Alors, la question que je pose, est-ce qu'il y aurait des voyantes extralucides chez les laboratoires pharmaceutiques? On m'a répondu, vous êtes un menteur. Alors j'ai brandi des documents que j'avais à la main, mais non, j'ai ici le communiqué de l'AFP qui dit la même chose, qui est du 9 mars, et j'ai la lettre de mon député socialiste qui interroge Madame le ministre de la Santé et qui s'étonne des facultés prémonitoires des laboratoires pharmaceutiques, et nous attendons en vain la réponse. Voilà. Alors, à ce moment-là, la réponse a été « Nous allons vous expliquer le masque ». Alors, j'ai dit « Attendez, vous nous faites le téléachat, c'est très bien, mais je voudrais une réponse à ma question ». Et comme ils n'avaient pas de réponse, la moitié de la salle est partie. Bon, l'autre dormait, ce qui n'est pas grave, donc je ne me suis pas fait des amis ce jour-là. Mais voilà, on pose des questions qui dérangent, on n'a jamais de réponse, mais on nous dit « Ah non, vous êtes complotiste, vous êtes ceci, vous êtes membre d'une secte, etc. » Je dis « Bah oui, mais je voudrais une réponse à ma question. » Donc aujourd'hui, je dis « Je suis complotiste. » Donc les présentations sont faites, et maintenant répondez à mes questions. Et là, ils ne sont pas dans la merde. C'est le même. Merci beaucoup, maître et docteur. Merci. Merci à vous. Merci, Patricia. Salut, Pierre.